Calvi, vous êtes le directeur général de la société Panattoni France depuis presque un an maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Eh bien, j'ai commencé mon parcours dans l'immobilier au sein de BNP. Je faisais du conseil et de l'expertise pendant quelques années avant de rejoindre Prologis, où j'ai passé 11 ans dans différentes fonctions. D'abord sur l'analyse financière et l'assistance à la due diligence. Puis ensuite, j'ai basculé dans le monde fabuleux du développement, en charge des marchés de l'axe Seine, et puis ensuite du marché parisien, puis la logistique urbaine, pour terminer en tant que responsable du capital deployment sur la France. Alors Panattoni, c'est un nom, c'est une marque qu'on connaît un petit peu plus depuis votre arrivée, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc cette société, ce groupe qui est d'origine américaine? Exactement. C'est un groupe familial, c'est quelque chose auquel on tient, qui a été fondé, qui est toujours dirigé par Carl Panattoni et sa famille, avec une structure qui est très simple, une feuille de route très simple, qui est de développer des immeubles industriels, donc de la logistique, de la production et l'ensemble des outils de travail des entreprises sur l'ensemble des marchés dans lesquels on est présent et où on est actif. Donc avec un palmarès impressionnant en termes de mètres carrés d'entrepôt au niveau monde et puis même en Europe. Exactement. Depuis 1985, la création de la société, on a développé plus de 50 millions de mètres carrés dans le monde et on est à plus de 12 millions de mètres carrés en Europe, ce qui fait de nous un des principaux développeurs sur cette période-là, et aujourd'hui on est sans doute le plus actif des développeurs industriels en Europe. En Europe, mais un peu moins en France, puisque en fait la filiale française s'est créée il y a un an à peu près, au moment de votre arrivée, donc avec quelle mission, qu'est-ce que le groupe vous a donné comme mission, comme feuille de route pour la France? Alors la volonté de Panattoni en Europe, mais aussi dans les autres pays en dehors de l'Europe où on est présent, c'est d'être vraiment le premier développeur industriel et aussi le premier déployeur de capitaux dans l'immobilier industriel. Donc ma feuille de route a été de très rapidement constituer une équipe de professionnels aguerris et expérimentés sur ce segment de marché, qu'on est aujourd'hui une douzaine de personnes en France, et aussi d'identifier très rapidement des fonciers, des projets pour constituer un pipeline de projets, principalement développé en blanc dans un premier temps, pour ensuite rentrer dans des discussions et créer un pipeline de projets clé en main à côté de ces développements plus spéculatifs. Oui. Alors le développement blanc, ça a été la stratégie sur l'Europe. C'est ce qui vous a permis aussi de prendre des positions assez nombreuses en Europe de l'Est notamment. En France, j'allais dire, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que le foncier se raréfie. Vous avez une stratégie qui est aussi de reprendre des friches industrielles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Exactement. Alors notre stratégie, elle est double sur cet aspect-là. C'est d'aller se positionner sur des fonciers qu'on peut activer rapidement pour répondre aux besoins qui sont très importants des utilisateurs dans un contexte où, comme vous le disiez, l'offre foncière est extrêmement contrainte. Et en parallèle de faire ça dans une dynamique où on va plutôt apporter des solutions, explorer des territoires que peut-être nos compétiteurs ou nos concurrents ne vont pas aller explorer, et tout ça, encore une fois, pour répondre aux besoins des entreprises. Donc la façon dont on travaille, c'est d'aller sur des fonciers tels que les friches, qui aujourd'hui, à mon sens, présentent plus de garanties en termes de qualité de l'emplacement, parce que ce sont souvent des actifs qui, par leur historique, sont très proches du centre des villes et donc offrent des facilités en termes de liaison avec le tissu urbain environnant. Ils sont souvent bien mieux desservis. C'est aussi des sites sur lesquels aujourd'hui l'administration porte un œil beaucoup plus bienveillant que sur des terrains naturels ou agricoles qui auraient vocation à être construits et sur lesquels on voit bien que les obstacles s'accumulent et que c'est de plus en plus long, de plus en plus conflictuel parfois pour développer des projets. Donc on a choisi cette voie sur les friches, sur des sites déjà artificialisés,
pour répondre aux besoins des clients plus rapidement et dans un cadre qui me semble plus vertueux. Ce sont des coûts supplémentaires aussi? C'est des coûts supplémentaires, mais finalement, entre un projet qui est peut-être un petit peu plus cher sur le papier, mais qui sort plus rapidement, ça offre aussi un intérêt en termes à la fois de rendement des capitaux et puis juste de volume d'activité qu'on peut traiter. Donc, on arrive à trouver un bon équilibre là-dessus. Quelles sont les spécificités de Panattoni, j'allais dire, son ADN, ses valeurs? Alors, l'ADN, je pense, c'est celui d'un groupe familial, même si on a, comme je vous le disais, des résultats et un track record qui est très important au niveau mondial. C'est d'abord une stratégie qui est très claire, qui est, on est un pure player du développement industriel. On est également un groupe avec une structure de détention et de prise de décision qui est extrêmement directe. C'est-à-dire que je rapporte directement au patron de l'Europe et à Carl Panattoni. Donc c'est dans cette discussion-là à trois que se prennent les décisions sur les principaux sujets. Et ça se fait de manière extrêmement rapide et sans devoir créer des usines à gaz intellectuelles pour prendre des décisions, ce qui est quand même extrêmement bénéfique dans le contexte actuel où le marché évolue en permanence et les tendances changent d'une semaine sur l'autre. Au-delà de ça, vous communiquez aussi beaucoup sur le green, ça fait partie aussi des... Exactement, c'est vraiment notre volonté, c'est d'être un pourvoyeur de surface de qualité pour nos utilisateurs. Et donc aujourd'hui, c'est clairement un aspect sur lequel, qui est complètement incontournable. C'est-à-dire que on est attendu à la fois sur la décarbonation du bâti, on est attendu sur la consommation énergétique des bâtiments, on est attendu aussi sur tout ce qui entoure le bâtiment, la biodiversité, l'insertion dans les sites, et on est attendu aussi sur notre insertion dans l'écosystème local, la ville dans laquelle on construit. Donc on va avoir déployer tout un tas d'actions qui vont depuis l'usage de matériaux biosourcés ou recyclés sur les chantiers, le fait de travailler sur des friches est aussi, je pense, un des éléments très forts qui rentre totalement dans cette stratégie. On va travailler également sur tout ce qui est la production d'énergie avec en particulier du photovoltaïque en toiture. Et puis on a beaucoup d'actions vis-à-vis des communautés et l'ensemble des villes dans lesquelles on travaille. Comme je vous le disais, on couvre beaucoup de territoires en Europe, des grandes villes, mais aussi des villes de taille beaucoup plus petite. Et on a à cœur à chaque fois d'essayer d'apporter un petit peu de valeur à notre environnement, essayer de redonner quelque part ce que le territoire local nous a apporté dans le cadre des projets. Ouais. Alors, il y a des acteurs qui sont investisseurs, promoteurs, développeurs. Vous vous concentrez sur le développement, c'est ça? Nous, on est vraiment concentrés sur le développement. Le but, c'est pas de concurrencer les utilisateurs ou les investisseurs. On est là pour, quelque part, aider à faire que ces deux mondes qui sont peut-être assez détachés l'un de l'autre se parlent. Et dans un cadre aussi qui est celui du cadre très local, où les décisions se prennent localement en accord avec les parties prenantes, que ce soit les élus, les associations, le tissu entrepreneurial local. Et on essaie de faire cet amalgame, faire en sorte qu'on tire l'ensemble de ces acteurs vers le haut, qu'on sorte des produits de qualité qui répondent aussi, bien entendu, aux attentes des uns et des autres. Alors, vous êtes un acteur de la logistique, mais pas que, j'allais dire. Vous faites aussi des sites industriels, l'un n'allant pas sans l'autre, en quelque sorte. Ouais. Exactement. Pour nous, c'est vraiment les deux aspects d'une même stratégie. Alors, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire en développant des entrepôts logistiques d'un côté et puis des usines de l'autre. On peut le faire aussi en développant sur un même site des bâtiments qui sont hybrides ou avec les deux fonctions regroupées. On vient de le faire pour les barbecues Weber, par exemple, où on a construit un centre de production de 30 000 m² et un centre de stockage attenant. On le fait pour Bosch en Pologne, on le fait pour Jung & Rich en Allemagne. Enfin voilà, c'est vraiment une stratégie qui est vraiment totalement assumée chez nous, de dire on répond aux attentes des populations en termes de consommation, on répond aux attentes des
producteurs en termes d'organisation de leur fabrication et de leur distribution. Oui. On a parlé de votre développement avec des positions sur les différents marchés et des constructions en blanc. Ça ne vous empêche pas effectivement de faire du clé en main pour vos clients qui demandent des bâtiments spécifiques? Exactement, c'est aujourd'hui, on va dire, on est au terme de cette première année d'exercice, on a constitué un pipeline de projets qu'on va lancer en blanc d'ici la fin de l'année, qui représente environ 140 000 m² de projets. Donc ça va nous donner la possibilité d'aller présenter des vrais projets, qui ont un horizon de livraison qui est certain, qui est proche et qui répond aux attentes des entreprises, et en même temps d'être totalement pragmatique avec elles, de voir si ces solutions qu'on leur propose correspondent, ou si ce n'est pas le cas, d'aller explorer d'autres territoires avec eux. On a cette discussion plusieurs fois par semaine avec pas mal d'acteurs du marché, que ce soit des logisticiens, des chargeurs, des distributeurs, et on commence à voir la mayonnaise prendre petit à petit. Justement, comment vous le sentez, ce marché hexagonal, français et européen? Alors c'est un marché, c'est assez... il est vraiment dans une période un petit peu charnière. On est passé au cours des derniers mois d'un marché où tous les voyants étaient au vert, tous les prix augmentaient, les loyers augmentaient, les taux de cap baissaient. On trouvait une demande très importante sur le marché, à une situation aujourd'hui qui est plus duale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un marché utilisateur qui est toujours assez robuste, avec en face de ça aussi un parc de bâtiments existants qui est quasiment rempli à 100%, donc très peu d'opportunités dans le stock de deuxième main. Et donc, par ce fait-là, vraiment un boulevard pour le développement de nouveaux bâtiments qui répondent à une demande qui n'arrive pas à se placer dans le parc existant. Et face à ça, on a des coûts de construction qui ont pris 25-30% au cours des mois qui sont passés, des coûts de financement qui ont qui ont augmenté récemment, et des taux de cap qui se sont un petit peu détendus. Donc on est dans une... Et des délais qui s'allongent aussi. Et des délais qui s'allongent, et on va dire que sur le plan administratif, on n'a pas vraiment simplifié le cadre dans lequel on travaille. Donc on est dans une situation où l'offre est plus compliquée à sortir, mais en même temps la demande est là, et les loyers, qu'on le veuille ou non, continuent à augmenter. Donc la question est de trouver le bon équilibre entre des coûts de revient qui sont ce qu'ils sont. Le coût de construction évoluera peut-être à la baisse le jour où la situation sur les matières premières baissera, mais j'en parlais encore il y a quelques minutes avec le responsable d'un grand fabricant de produits pour le bâtiment. Il nous disait pour 2022, de toute façon, il ne va rien se passer, ça va rester au niveau actuel. Les coûts des terrains, vu la rareté, ne vont pas baisser. Les financements, on va voir ce que décide la Fed, mais on est quand même dans une zone où les taux repartent à la hausse. Donc il va falloir trouver la bonne façon de gérer tout ça pour ne pas gripper la machine et faire en sorte qu'on rentre dans un marché où, au-delà de la situation de Panattoni France, mais il n'y a plus d'offres sur le marché, et qu'on soit dans une situation de crise de l'offre, et où les entreprises ne trouvent plus de lieu pour déployer leur stratégie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc on y travaille au quotidien. Vos objectifs à court et moyen terme? Les objectifs, c'est vraiment de déployer en France l'activité telle qu'on a pu la déployer dans l'ensemble des pays européens. Ça ça couvre plusieurs aspects. Le premier, c'est d'avoir des projets sur l'ensemble du territoire français. On vient d'ouvrir un bureau à Lyon qui a vocation à couvrir le sud de la France, mais à terme, on aura sans doute d'autres bureaux dans toute la France. Et l'idée, c'est aussi de couvrir différents types de produits, de la grande logistique, du parc d'activité. On travaille actuellement sur 2 projets en Ile-de-France de parc d'activité, et puis sur des projets de production. Ça, j'y tiens vraiment. C'est vraiment mon objectif, c'est d'arriver à développer quelques usines en France et participer à la réindustrialisation de la France, ce qui est quand même le grand enjeu pour notre pays, pour remettre l'économie productive au cœur de notre pays.
Voilà un très beau mot de conclusion. Merci beaucoup Salvi Kals d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village pour nous parler donc de Panatoni France. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci.